Vous avez probablement entendu parler du Barrett calibre 50. C'est l'un des fusils de précision les plus puissants jamais fabriqués. Mais l'histoire de sa création et de ce qui s'est passé une fois qu'il s'est retrouvé dans le monde comporte des chapitres plus sombres qui ne sont pas racontés aussi souvent. Alors aujourd'hui, nous vous racontons tout du début à la fin. L'origine de ce fusil est fascinante en soi, et vous devez la comprendre avant que nous abordions ce qui s'est passé une fois qu'il est finalement parti à la guerre. C'est donc par là que nous allons commencer. Le 50 BMG, signifiant cartouche de mitrailleuse Browning calibre 50, a des racines remontant à plus d'un siècle. En 1917, John Browning commença à agrandir la conception de sa mitrailleuse 30 6M 1917 pour répondre aux besoins de la Première Guerre mondiale. Les avions blindés et les chars devenaient désormais difficiles à détruire avec des balles de fusil standard. Alors, nul autre que John Browning livra une arme qui est encore utilisée à ce jour, la légendaire mitrailleuse lourde M de Browning Madeus, ou simplement connue sous le nom de calibre 50. Nous avons une vidéo complète à ce sujet et je mettrai un lien à la fin de celle-ci si vous voulez en savoir plus sur cette histoire. Mais pour le fusil de précision Barrett, voici comment cette cartouche l'a inspiré. Désigné 12,7 par 99 mm, autant selon les accords de standardisation, le 50 BMG tire une balle pesant environ 650 grains, soit environ 12 fois plus lourde que la munition de 5,56 mm, par exemple. L'énergie à la bouche atteint 10 000 à 15 000 pieds-livres, comparé à 2 000 à 3 000 pieds-livres pour le déjà puissant 30-06 Springfield. Cela signifie que la munition délivre environ 5 fois l'énergie d'une cartouche de fusil typique. C'était une balle conçue pour percer des blocs moteurs, des fuselages d'avions et du béton. Et personne n'avait jamais pensé à la tirer depuis un fusil qu'un seul soldat pouvait porter. Avant l'invention de Ronnie Barrett, un homme avait montré que la cartouche 50 BMG pouvait servir de munition de précision pour tireurs d'élite. Le sergent-chef artilleur Carlos Adcock, le légendaire tireur d'élite des Marines avec 14 éliminations confirmées au Vietnam, monta un viseur de mitrailleuse à grossissement 8 fois non inversé. En 1967, Adcock réalisa un tir qui resterait le record de la plus longue élimination, confirmé par un tireur d'élite pendant 35 ans, environ 2400 yards, soit à peu près 2,5 km. Il tira 2 coups sur un guérillero Viet Cong poussant un vélo chargé de munitions. Le premier coup toucha le vélo et le second atteignit la cible en pleine poitrine alors qu'il se relevait. Cela prouva que le 50 BMG avait un potentiel de précision à longue portée extraordinaire. Mais un seul soldat ne pouvait pas vraiment transporter avec lui une mitrailleuse de 38 kg avec une lunette fixée, des sacs de sable et un trépied. Quelqu'un devait trouver une solution portable. Pour faire court, voici comment cette solution apparut de la manière la plus inattendue. Ronnie Barrett était un photographe professionnel sans aucune formation en ingénierie, mais il adorait le tir et travaillait autour des armes. Un jour, Barrett reçut un appel inattendu pour photographier un prototype de bateau de patrouille fluviale sur le lac Percy Priest pour une séance promotionnelle. Quand il arriva, il vit des mitrailleuses M2 Browning calibre 50 jumelées sur le pont du bateau, ce qui planta une idée dans son esprit. Barrett mentionna à un ami qu'il voulait construire un fusil calibre 50 à verrou à traction directe. Son ami répondit que le vrai défi serait de le rendre semi-automatique, et Barrett accepta ce défi sur le champ. Parce qu'il n'avait aucune formation formelle en ingénierie, Barrett dessina ses plans à la main sur du papier journal. Quand il apporta ses croquis aux ateliers d'usinage locaux, ils le refusèrent, lui disant en gros que si son idée était si géniale, quelqu'un de plus intelligent l'aurait déjà construite. Finalement, il trouva quelques personnes avec des compétences en ingénierie disposées à l'aider. Et en travaillant ensemble dans un garage, ils achevèrent quelque chose qu'on pourrait appeler un prototype en 4 mois. Il pesait environ 23 kg, usiné à partir de barres d'acier massif, et il dysfonctionnait beaucoup, mais il tirait. La percée fondamentale de Barrett fut le système semi-automatique à recul court.
Lors du tir, le canon recule physiquement d'environ 2,5 cm tout en restant verrouillé à la culasse, absorbant l'énergie de recul initiale. Un bras accélérateur transfère ensuite l'énergie de recul du canon à la culasse, qui se déverrouille via une rampe de came courbe, extrait la douille usagée et charge une nouvelle cartouche depuis un chargeur en acier de 10 coups. Combiné avec un frein de bouche à double chambre qui évacue les gaz d'échappement à gauche et à droite, réduisant le recul ressenti d'environ 70%, et le poids significatif du fusil, le recul descendit à quelque chose de gérable, souvent comparé au tir d'un fusil de chasse calibre 12. Je ne serai pas juge de cela car je n'ai jamais tiré avec le Barrett, mais c'est ce que disent les recherches que j'ai trouvées. Des ressorts amortisseurs et une plaque de recul souple atténuent davantage le transfert d'énergie vers le tireur. Ainsi, par essai et erreur, Barrett avait accompli ce que des décennies de pensée conventionnelle disaient impossible. Un fusil semi-automatique tiré à l'épaule chambré en 50B, MG qu'un seul fantassin pouvait porter. La date d'achèvement en 1982 donna au fusil sa première désignation, M82. Barrett construisit initialement 30 fusils, ce qui prit 9 mois. Et pire encore, ils coûtaient 8 000 $ chacun à fabriquer, mais se vendaient seulement 2 300. Barrett perdit de l'argent sur le premier lot, puis à nouveau sur le deuxième lot à 3 700 $. Ce n'est qu'à la troisième série de production que l'efficacité et les prix permirent enfin de dégager un bénéfice. Le tournant arriva quand la CIA vit la publicité de Barrett dans le magazine Shotgun News et passa des commandes de fusils pour équiper les guérilleros moudjahidines afghans combattant l'occupation soviétique. Il ne l'admettrait jamais publiquement, mais la capacité du fusil à abattre des hélicoptères soviétiques le rendait idéal pour le terrain montagneux et le type de guerre qui s'y déroulait. C'est ainsi que le Barrett fut d'abord établi comme un fusil antimatériel, ce qui signifie qu'il était conçu pour détruire de l'équipement plutôt que de cibler principalement des individus. En 1989, l'armée suédoise devint la première force militaire à adopter formellement le M82, commandant 100 fusils. Puis, le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Et sans trop entrer dans la politique, en bref, le corps des marines des États-Unis commanda 125 fusils M82, à un pour leur déploiement là-bas. La production s'intensifia avec environ 10 employés travaillant depuis un petit bâtiment derrière la maison de Barrett. Travaillant presque jour et nuit pour honorer la commande, les fusils Barrett furent prêts juste à temps pour l'opération Tempête du désert. Ce fut le baptême du feu du fusil, et les forces de la coalition découvrirent rapidement ce qu'ils pouvaient faire. Ils furent stupéfaits par sa capacité à neutraliser des véhicules. Le Barrett servit d'excellente alternative aux armes montées plus lourdes comme le canon automatique Bushmaster et les missiles anti-char. Les Marines l'utilisèrent pour détruire des véhicules techniques et des véhicules blindés légers comme les BMP, engageant des cibles jusqu'à 2000 yards et au-delà. Les forces norvégiennes trouvèrent un autre usage, tirant sur des mines terrestres et des munitions non explosées à distance de sécurité, réduisant le risque pour leur personnel de déminage. La munition 50 BMG faisait facilement détonner même des projectiles à parois épaisses comme des obus d'obusier de 155 mm et des bombes d'avion. Il y eut une autre découverte pendant Tempête du désert, cependant une qui laissait entrevoir le potentiel plus sombre du fusil. La munition 50 BMG dévaste le corps humain. La balle lourde à une telle vitesse crée un canal de blessure massif alors que les tissus environnants se compriment puis se dilatent sous la pression. Les plaies de sortie peuvent avoir la taille d'un pamplemousse ou plus. Le gilet pare-balles standard de l'infanterie n'offre aucune protection contre elle. Même les plaques de niveau 4, la classification la plus élevée disponible pour les troupes au sol, ne sont conçues que pour arrêter des munitions perforantes jusqu'au 30-06, tandis que le 50B MG les traverserait comme du papier. Des plaques en céramique spéciale, conçues pour Mathush pour le 50 BMG, furent finalement développées pour les pilotes d'hélicoptères, mais elles font plus de 2,5 cm d'épaisseur et pèsent plus de 4,5 kg, les rendant totalement impraticables pour l'infanterie.
Et même si un blindage pouvait arrêter la munition, le transfert d'énergie reste catastrophique, écrasant les organes, brisant les côtes et rompant les vaisseaux sanguins. Donc même si elle ne traverse pas, vous allez sacrément sentir l'impact. Après Tempête du désert, le corps des Marines commanda 400 fusils supplémentaires au cours des années 90 et Barrett continua d'affiner la conception en fonction des retours militaires. Les variantes ultérieures ajoutèrent d'autres améliorations et furent également optimisées spécifiquement pour les munitions incendiaires perforantes Raufoss et de nombreuses autres caractéristiques. À l'été 2002, l'armée américaine adopta formellement le fusil sous la désignation M107, officiellement désigné fusil de précision longue portée. Suivit bientôt le M107A1, qui utilisait des composants en titane au lieu de l'acier, ajoutait un frein de bouche compatible avec un silencieux et un système d'amortissement hydraulique, et réduisait le poids à environ 12 kg. Maintenant, avant d'aborder ce chapitre plus sombre, voyons ce que ce fusil pouvait réellement faire entre les mains de tireurs d'élite entraînés et comment certains types de munitions ingénieuses fonctionnent. Passons d'abord en revue les différentes munitions et ensuite vous verrez comment les Barrett ont battu des records mondiaux en tuant un homme à la plus grande distance. Ne sommes-nous pas une espèce particulière? Alors, les munitions standards M 33 à balles pleines avec pointe en cuivre sont efficaces principalement contre des cibles non blindées. Il y a des munitions perforantes sans effet incendiaire ou explosif qui utilisent un noyau en acier durci. Très intéressante est la M48 Slap qui tire un pénétrateur sous-calibré en tungstène à l'intérieur d'un sabot, lui donnant une très haute vélocité. Elle est destinée à vaincre les blindages à longue portée. Vous avez aussi des munitions incendiaires comme la M, un incendiaire conçu pour enflammer le carburant, les munitions ou l'équipement avec une pénétration minimale comparée aux API. Ensuite, nous avons des munitions qui combinent plusieurs de ces effets comme par exemple à pointe argentée avec un noyau en acier durci et un composé incendiaire qui s'enflamme à l'impact. La M8 API ou perforante incendiaire est conçue pour les cibles blindées et inflammables. Mais la vraie vedette du spectacle est la Raufoss MK211, une munition polyvalente de conception norvégienne qui combine 3 effets en une seule balle. Elle comporte un pénétrateur en carbure de tungstène, de la poudre de zirconium pour l'effet incendiaire et une petite quantité d'explosifs puissants. Sa pointe est verte avec un anneau gris. Cette munition perce d'abord le blindage, puis détonne et s'enflamme environ 30 à 40 cm après l'impact. Elle peut pénétrer 11 mm de blindage homogène laminé à 1000 mètres. Une munition coûte environ 75 à 100 $ au prix militaire. Bon, alors maintenant que se passe-t-il quand vous donnez ce fusil entre les mains de tireurs d'élite entraînés et qu'ils voient des cibles à plus d'1,5 km? En avril 2004, le tireur d'élite éclaireur des Marines Steve Reichert était positionné au sommet d'un réservoir de stockage de pétrole abandonné en Irak. À travers sa lunette d'observation, il détecta un engin explosif improvisé dissimulé dans la carcasse d'un animal mort. Quand une équipe de déminage arriva, les insurgés lancèrent une embuscade avec des RPG et des tirs de mitrailleuses. Reichert engagea un mitrailleur ennemi à environ 1600 mètres, soit environ 1,5 km. Le premier tir manqua, mais il ajusta pour le vent et l'élévation, et le second tir tua la cible. Puis il repéra 3 insurgés montant des escaliers derrière un bâtiment, désormais à l'abri du tir direct, protégé par un mur de briques. Mais si vous utilisez des munitions Raufoss, ce n'est pas vraiment un problème. Reichert tira là où il estimait que les insurgés se trouvaient derrière le mur. Les munitions traversèrent le mur et il put voir des éclaboussures rouges derrière. Vous pouvez deviner ce que c'était. Au cours des 13 heures suivantes, Reichert tua 9 insurgés. Certains d'entre eux, il ne pouvait même pas les voir directement car ils se cachaient derrière ce mur, et il reçut l'étoile de bronze pour cette action. En janvier 2008, le spécialiste de l'armée Nicholas Randstad faisait une sieste au point de contrôle Delta en Afghanistan quand son observateur le réveilla. 4 combattants talibans furent repérés à environ 2100 mètres, ce qui dépassait la portée réglable de sa lunette. Il devrait viser au-dessus, pointant au-dessus de la cible pour compenser la chute de la balle à cette distance extrême. Quand un combattant sortit à découvert, Randstad tira.
La distance fut confirmée à un peu plus de 2100 mètres, en faisant la plus longue élimination par un tireur d'élite américain enregistré en Afghanistan. En avril 2012, 2 équipes de tireurs d'élite australiens du 2e régiment commando engagèrent un commandant taliban dans la province du Helmand. La distance était de 2800 mètres. À cette portée, la balle passe environ 6 secondes en vol. Les 2 équipes utilisaient des fusils Barrett EIM 82 A1 avec des lunettes Schmidt et Bender. Le GPS confirma la distance et les 3 observateurs confirmèrent le coup au but, bien que personne ne sache quel tireur d'élite tira le coup fatal. Cela resta le record mondial de la plus longue élimination, confirmé jusqu'en 2017, quand un tireur d'élite canadien battit le record avec un Macmillan TAC 50 à 3500 mètres. Cependant, 5 des 20 plus longues éliminations confirmées bigotement par des tireurs d'élite dans l'histoire furent réalisées avec des variantes, du Barrett M82. Encore une histoire avant de passer à ce qui se passe quand ces fusils de précision tombent entre les mains de personnes qui ne devraient pas les avoir, bien que cette histoire soit assez différente. Don Cook, un vétéran du corps des Marines, travaillait au service client chez Barrett Firearms quand il reçut un appel inhabituel. Une unité de Marines en Afghanistan connaissait des dysfonctionnements avec leur M107 pendant un combat actif. Cook pouvait entendre des tirs en arrière-plan. Pendant la maintenance de la nuit précédente, les Marines avaient accidentellement tordu les oreilles du boîtier inférieur, ce qui causait maintenant des dysfonctionnements pendant le combat. Sans voir l'arme, Cook diagnostiqua le problème par téléphone et leur indiqua d'utiliser le dessous du porte-culasse pour replier les oreilles en place. Les Marines eurent le fusil opérationnel à nouveau en quelques minutes. Ils dirent « Merci beaucoup pour l'aide », puis retournèrent au combat. Cook dit plus tard que c'était probablement l'un des plus grands moments forts de sa vie de pouvoir aider une unité de Marines en plein combat à des milliers de kilomètres de distance. Donc, le fusil avait fait ses preuves au-delà de tout doute entre les mains des forces américaines. Oui, mais les mêmes qualités allaient créer un problème que personne ne pouvait prévoir. Le Barrett M86-2 est légal à l'achat pour les civils dans la plupart des États américains avec un prix autour de 8 000 à 10 000 $. Et cela créa d'une certaine manière un pipeline de trafic vers le Mexique. Cela s'appelle l'achat par prête-nom, où les agents des cartels recrutent des citoyens américains avec un casier vierge pour acheter légalement des armes à feu chez des revendeurs agréés. Ces acheteurs transportent ensuite les armes vers les régions frontalières et les font passer clandestinement vers le sud une par une ou démontées. Les numéros de série sont limés pour rendre les armes plus difficiles à tracer, tandis que leurs anciens propriétaires les déclarent simplement comme volées. Puis le fusil calibre 50 perturba l'équilibre déjà discutable des forces entre les cartels mexicains et les forces de police du pays. La police d'État et locale n'était tout simplement pas équipée pour faire face à une arme capable d'abattre des hélicoptères, et ils en abattirent effectivement un bon nombre, de pénétrer des véhicules blindés et de traverser leurs gilets pare-balles comme du papier. Et c'est exactement ce qui commença à se produire. Les hommes armés des cartels utilisèrent des fusils Barrett pour abattre des hélicoptères de police, ils tendirent des embuscades à des convois de police, assassinèrent des hauts responsables. Le fusil devint un symbole de la puissance de feu des cartels, ce qui laissa l'armée comme la seule force capable de réellement combattre les cartels à armes égales. Et si vous pensez que cela ne pouvait pas devenir plus bizarre, un groupe de musique mexicain se nomma littéralement Calibre 50, qui devint incroyablement célèbre. Imaginez dire à Barrett jusqu'où son arme irait alors qu'il travaillait encore sur le prototype. Cependant, en 2021, le gouvernement mexicain déposa une plainte civile contre 10 fabricants d'armes américains, dont Barrett Firearms, réclamant 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Concernant Barrett spécifiquement, le dossier du Mexique déclarait que Barrett fabrique un fusil de précision calibre 50 qui est devenu l'une des armes préférées des cartels, et que Barrett sait que ses distributeurs vendent ces armes militaires à des trafiquants. Mais en 2022, un juge de district rejeta l'affaire. Donc le procès était terminé, mais les fusils étaient toujours en circulation.
L'armée américaine est maintenant en transition vers un fusil de précision multicalibre, chambré en 338 Norma Magnum plutôt qu'en 50 BMG. Et ce fusil a été conçu par Chris Barrett, le fils de Ronnie Barrett. Le MK22 remplacera le M107 pour les équipes de tireurs d'élite, bien que le calibre 50 puisse être ramené à son rôle d'origine, en tant qu'arme antimatérielle, dédiée plutôt que fusil de précision. Et Chris et Ronnie Barrett sont le premier duo père-fils à avoir chacun conçu un fusil officiellement adopté par l'armée américaine. Maintenant, un sacré coup de théâtre. En 2004, la Californie devint le premier État à interdire les fusils 50 BMG. Barrett répondit alors que son entreprise ne vendrait ni n'assurerait l'entretien d'aucun de ces fusils en possession d'une quelconque agence gouvernementale de Californie. Barrett développa également la cartouche 416 Barrett spécifiquement pour contourner l'interdiction californienne, qui est essentiellement un étui de 50 BMG à collet réduit avec une balle de calibre légèrement plus petit, offrant une balistique comparable. Donc l'interdiction pouvait être contournée.